L'Union européenne a besoin d'une nouvelle politique étrangère fondée sur ses véritables intérêts économiques et sécuritaires. L'Europe se trouve actuellement dans un piège économique et sécuritaire qu'elle a elle-même créé, caractérisé par une hostilité dangereuse envers la Russie, une méfiance mutuelle avec la Chine et une extrême vulnérabilité vis-à-vis des États-Unis. La politique étrangère de l'Europe est presque entièrement dictée par la peur de la Russie et de la Chine, ce qui a entraîné une dépendance sécuritaire envers les États-Unis. La soumission de l'Europe aux États-Unis découle presque entièrement de sa peur profonde de la Russie, une peur amplifiée par les États d'Europe de l'Est russophobes et par un récit erroné concernant la guerre en Ukraine. Convaincu que sa principale menace sécuritaire est la Russie, l'UE subordonne toutes ses autres priorités de politique étrangère, économique, commerciale, environnementale, technologique et diplomatique, aux États-Unis. Ironiquement, elle reste étroitement liée à Washington, alors même que les États-Unis sont devenus plus faibles, instables, imprévisibles, irrationnels et dangereux dans leur propre politique étrangère envers l'UE, allant jusqu'à menacer ouvertement la souveraineté européenne au Groenland. Pour définir une nouvelle politique étrangère, l'Europe devra surmonter le faux postulat de sa vulnérabilité extrême face à la Russie. Le discours de Bruxelles OTAN-Royaume-Uni affirme que la Russie est intrinsèquement expansionniste et envahira l'Europe si l'occasion se présente. L'occupation soviétique de l'Europe de l'Est de 1945 à 1991 serait censée prouver cette menace aujourd'hui. Ce récit erroné interprète très mal le comportement russe, tant dans le passé qu'au présent. La première partie de cet essai vise à corriger le faux postulat selon lequel la Russie représenterait une menace grave pour l'Europe. La seconde partie se projette vers une nouvelle politique étrangère européenne, une fois que l'Europe aura dépassé son irrationalité russophobe. La politique étrangère de l'Europe repose sur la prétendue menace sécuritaire que représenterait la Russie pour l'Europe. Pourtant, ce postulat est faux. La Russie a été à plusieurs reprises envahie par les grandes puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis au cours des 2 derniers siècles, et cherche depuis longtemps à assurer sa sécurité grâce à une zone tampon entre elle-même et les puissances occidentales. Cette zone tampon très disputée comprend la Pologne, l'Ukraine, la Finlande et les États baltes actuels. Cette région située entre les puissances occidentales et la Russie est à l'origine des principaux dilemmes sécuritaires auxquels sont confrontés l'Europe occidentale et la Russie. Les principales guerres occidentales lancées contre la Russie depuis 1800 comprennent l'invasion française de la Russie en 1812, guerre napoléonienne. L'invasion britannique et française de la Russie en 1853-1856, guerre de Crimée. La déclaration de guerre de l'Allemagne contre la Russie le 1er août 1914, Première Guerre mondiale. L'intervention des Alliés dans la guerre civile russe 1918-1922, guerre civile russe. L'invasion allemande de la Russie en 1941, Seconde Guerre mondiale. Chacune de ces guerres a représenté une menace existentielle pour la survie de la Russie. Du point de vue russe, l'échec de la démilitarisation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'OTAN, l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN en 1955, l'élargissement de l'OTAN vers l'Est après 1991, ainsi que l'expansion continue des bases militaires et des systèmes de missiles américains à travers l'Europe de l'Est, près des frontières russes, ont constitué les menaces les plus graves pour la sécurité nationale de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie a également envahi vers l'Ouest à plusieurs reprises. L'attaque de la Russie contre la Prusse orientale en 1914, le pacte Ribbentrop-Molotov en 1939, divisant la Pologne entre l'Allemagne et l'Union soviétique et annexant les États baltes en 1940. L'invasion de la Finlande en novembre 1939, la guerre d'hiver. L'occupation soviétique de l'Europe de l'Est de 1945 à 1989.
l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Ces actions russes sont perçues par l'Europe comme une preuve objective de l'expansionnisme russe vers l'Ouest, mais une telle vision est naïve, anhistorique et relève de la propagande. Dans les 5 cas, la Russie agissait pour protéger sa sécurité nationale, telle qu'elle la percevait, et non pour entreprendre une expansion vers l'Ouest pour elle-même. Cette vérité fondamentale est la clé pour résoudre le conflit entre l'Europe et la Russie aujourd'hui. La Russie ne cherche pas à s'étendre vers l'Ouest, elle cherche à préserver sa sécurité nationale fondamentale. Pourtant, l'Occident n'a jamais su reconnaître, et encore moins respecter, les intérêts fondamentaux de la sécurité nationale de la Russie. Considérons ces 5 cas de l'expansion prétendument vers l'ouest de la Russie. Le premier cas, l'attaque de la Russie en Prusse orientale en 1914, peut être immédiatement écarté. Le Reich allemand avait été le premier à déclarer la guerre à la Russie le 1er août 1914. L'invasion de la Prusse orientale par la Russie était une réponse directe à la déclaration de guerre de l'Allemagne. Le deuxième cas, l'accord conclu entre la Russie soviétique et le Troisième Reich d'Hitler pour se partager la Pologne en 1939, ainsi que l'annexion des États baltes en 1940, est considéré en Occident comme la preuve la plus pure de la perfidie russe. Là encore, il s'agit d'une lecture simpliste et erronée de l'histoire. Comme l'ont soigneusement documenté des historiens tels que E.H. Carr, Stephen Kotkin et Michael Jabara Carley, Staline a tendu la main à la Grande-Bretagne et à la France en 1939 pour former une alliance défensive contre Hitler, qui avait déclaré son intention de faire la guerre à la Russie à l'Est, pour le Lebensraum, la main-d'œuvre esclave slave et la défaite du bolchevisme. La tentative de Staline de forger une alliance avec les puissances occidentales a été complètement rejetée. La Pologne a refusé d'autoriser la présence de troupes soviétiques sur son sol en cas de guerre avec l'Allemagne. La haine de l'élite occidentale envers le communisme soviétique était au moins aussi forte que leur crainte d'Hitler. D'ailleurs, une phrase courante parmi les élites conservatrices britanniques à la fin des années 1930 était « Mieux vaut l'hitlérisme que le communisme ». Étant donné l'échec à conclure une alliance de défense, Staline a alors cherché à créer une zone tampon contre l'invasion allemande imminente de la Russie. Le partage de la Pologne et l'annexion des États baltes étaient des mesures tactiques destinées à gagner du temps en vue de la bataille d'Armageddon à venir contre les armées d'Hitler, qui arrivèrent le 22 juin 1941 avec l'invasion allemande de l'Union soviétique lors de l'opération Barbarossa. La division préalable de la Pologne et l'annexion des États baltes ont peut-être retardé l'invasion et sauvé l'Union soviétique d'une défaite rapide face à Hitler. Le troisième cas, la guerre d'hiver de la Russie contre la Finlande, est également considérée en Europe de l'Ouest, et surtout en Finlande, comme une preuve de la nature expansionniste de la Russie. Pourtant, une fois de plus, la motivation fondamentale de la Russie était défensive et non offensive. La Russie craignait qu'une invasion allemande ne passe en partie par la Finlande et que Leningrad ne soit rapidement capturé par Hitler. L'Union soviétique a donc proposé à la Finlande un échange de territoires, notamment la cession de l'isthme de Carélie et de certaines îles du golfe de Finlande en échange de territoires russes, afin de permettre la défense de Leningrad par la Russie. La Finlande a refusé cette proposition et l'Union soviétique a envahi la Finlande le 30 novembre 1939. Par la suite, la Finlande a rejoint les armées d'Hitler dans la guerre contre l'Union soviétique lors de la guerre de continuation entre 1941 et 1944. Le quatrième cas, l'occupation soviétique de l'Europe de l'Est et l'annexion continue des États baltes pendant la guerre froide, est perçue en Europe comme une preuve supplémentaire et amère de la menace fondamentale que représente la Russie pour la sécurité européenne. L'occupation soviétique a effectivement été brutale, mais elle avait elle aussi une motivation défensive qui est complètement ignorée dans le récit ouest-européen et américain. L'Union soviétique a supporté l'essentiel de la défaite d'Hitler,
perdant la stupéfiante somme de 27 millions de citoyens pendant la guerre. À la fin du conflit, la Russie n'avait qu'une exigence primordiale, que ses intérêts sécuritaires soient garantis par un traité la protégeant contre de futures menaces venant de l'Allemagne et, plus généralement, de l'Occident. L'Occident, désormais mené par les États-Unis, a refusé cette demande sécuritaire fondamentale. La guerre froide est le résultat du refus occidental de respecter les préoccupations vitales de la Russie en matière de sécurité. Bien sûr, l'histoire de la guerre froide, telle qu'elle est racontée par le récit occidental, est tout l'inverse. Selon ce récit, la guerre froide serait uniquement le fruit des tentatives belliqueuses de la Russie pour conquérir le monde. Voici l'histoire réelle, bien connue des historiens, mais presque totalement ignorée du grand public aux États-Unis et en Europe. À la fin de la guerre, l'Union soviétique a proposé un traité de paix visant à établir une Allemagne unifiée, neutre et démilitarisée. Lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945, à laquelle participaient les dirigeants de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis, les trois puissances alliées se sont accordées sur le désarmement et la démilitarisation complète de l'Allemagne, ainsi que l'élimination ou le contrôle de toute industrie allemande susceptible d'être utilisée à des fins militaires. L'Allemagne devait être unifiée, pacifiée et démilitarisée. Tout cela devait être garanti par un traité mettant fin à la guerre. En réalité, les États-Unis et le Royaume-Uni ont œuvré avec diligence pour saper ce principe fondamental. Dès mai 1945, Winston Churchill chargea son chef d'état-major militaire d'élaborer un plan de guerre visant à lancer une attaque surprise contre l'Union soviétique à la mi-1945, sous le nom de code Opération Impensable. Bien qu'une telle guerre ait été jugée irréalisable par les planificateurs militaires britanniques, l'idée que les Américains et les Britanniques devaient se préparer à une guerre imminente contre l'Union soviétique s'est rapidement imposée. Les planificateurs estimaient que le moment le plus probable pour une telle guerre serait le début des années 1950. L'objectif de Churchill, semble-t-il, était d'empêcher la Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est de tomber sous l'influence soviétique. Aux États-Unis également, les principaux planificateurs militaires en vinrent à considérer l'Union soviétique comme le prochain ennemi de l'Amérique, quelques semaines seulement après la reddition de l'Allemagne en mai 1945. Les États-Unis et le Royaume-Uni recrutèrent rapidement des scientifiques nazis et des hauts responsables du renseignement, comme Reinhard Gehlen, un chef nazi qui serait soutenu par Washington pour établir l'agence de renseignement allemande d'après-guerre, afin de commencer à planifier la future guerre contre l'Union soviétique. La guerre froide a éclaté principalement parce que les Américains et les Britanniques ont rejeté la réunification et la démilitarisation de l'Allemagne, comme cela avait été convenu à Potsdam. Au lieu de cela, les puissances occidentales ont abandonné la réunification allemande en formant la République fédérale d'Allemagne, RFA, ou Allemagne de l'Ouest, à partir des trois zones d'occupation détenues par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. La RFA triindustrialisée l'Armée en 1955, langue du Ouest was mise à l'OTAN. Alors que les historiens débattent ardemment de savoir qui a respecté ou non les accords de Potsdam, par exemple, l'Occident pointant du doigt le refus soviétique de permettre un gouvernement véritablement représentatif en Pologne, comme convenu à Potsdam, il ne fait aucun doute que la remilitarisation par l'Occident de la République fédérale d'Allemagne a été la cause principale de la guerre froide. En 1952, Staline proposa une réunification de l'Allemagne fondée sur la neutralité et la démilitarisation. Cette proposition fut rejetée par les États-Unis. En 1955, l'Union soviétique et l'Autriche convinrent que l'Union soviétique retirerait ses forces d'occupation d'Autriche en échange de l'engagement de cette dernière à une neutralité permanente. Le traité d'État autrichien fut signé le 15 mai 1955 par l'Union soviétique, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ainsi que par l'Autriche, mettant ainsi fin à l'occupation.
L'objectif de l'Union soviétique n'était pas seulement de résoudre les tensions autour de l'Autriche, mais aussi de montrer aux États-Unis un modèle réussi de retrait soviétique d'Europe associé à la neutralité. Une fois de plus, les États-Unis rejetèrent l'appel soviétique à mettre fin à la guerre froide sur la base de la neutralité et de la démilitarisation de l'Allemagne. Encore en 1957, le doyen américain des affaires soviétiques, George Kennan, plaidait publiquement et avec ferveur, lors de sa 3e conférence Reith pour la BBC, pour que les États-Unis acceptent avec l'Union soviétique un retrait mutuel des troupes d'Europe. L'Union soviétique, soulignait Kennan, n'avait ni pour objectif ni pour intérêt une invasion militaire de l'Europe occidentale. Les faucons américains de la guerre froide, menés par John Foster Dulles, n'en voulaient rien savoir. Aucun traité de paix ne fut signé avec l'Allemagne pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale avant la réunification allemande en 1990. Il convient de souligner que l'Union soviétique a respecté la neutralité de l'Autriche après 1955, ainsi que celle des autres pays neutres d'Europe, y compris la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. Le président finlandais Alexander Stubb a récemment déclaré que l'Ukraine devrait rejeter la neutralité en se fondant sur l'expérience négative de la Finlande. La neutralité finlandaise ayant pris fin en 2024 lorsque le pays a rejoint l'OTAN. C'est une idée étrange. La Finlande, sous le régime de la neutralité, est restée en paix, a connu une prospérité économique remarquable et s'est hissée au sommet des classements mondiaux du bonheur, selon le World Happiness Report. Le président John F. Kennedy a montré la voie potentielle pour mettre fin à la guerre froide, fondée sur le respect mutuel des intérêts de sécurité de toutes les parties. Kennedy a empêché la tentative du chancelier allemand Konrad Adenauer d'acquérir des armes nucléaires auprès de la France, apaisant ainsi les inquiétudes soviétiques concernant une Allemagne dotée de l'arme nucléaire. Sur cette base, JFK a réussi à négocier le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires avec son homologue soviétique Nikita Khrouchtchev. Kennedy a très probablement été assassiné plusieurs mois plus tard par un groupe d'agents de la CIA en raison de son initiative pour la paix. Des documents publiés en 2025 confirment le soupçon de longue date, selon lequel Lee Harvey Oswald était directement manipulé par James Angleton, un haut responsable de la CIA. La prochaine initiative américaine en faveur de la paix avec l'Union soviétique a été menée par Richard Nixon. Lui aussi a été évincé par l'affaire du Watergate, qui présente également des signes d'une opération de la CIA qui n'ont jamais été élucidés. Mikhaïl Gorbatchev a finalement mis fin à la guerre froide en dissolvant unilatéralement le pacte de Varsovie et en promouvant activement la démocratisation de l'Europe de l'Est. J'ai participé à certains de ces événements et j'ai été témoin de certaines initiatives pacificatrices de Gorbatchev. À l'été 1989, par exemple, Gorbatchev a demandé à la direction communiste de la Pologne de former un gouvernement de coalition avec les forces d'opposition menées par le mouvement Solidarność. La fin du pacte de Varsovie et la démocratisation de l'Europe de l'Est, toutes deux pilotées par Gorbatchev, ont rapidement conduit aux appels du chancelier allemand Helmut Kohl en faveur de la réunification de l'Allemagne. Cela a mené au traité de réunification de 1990 entre la RFA et la RDA, ainsi qu'au traité dit 2+4 entre les deux Allemagnes et les 4 puissances alliées, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Les États-Unis et l'Allemagne ont clairement promis à Gorbatchev en février 1990 que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est dans le contexte de la réunification allemande, une réalité aujourd'hui largement niée par les puissances occidentales, mais qui est facilement vérifiable. Cette promesse clé de ne pas procéder à l'élargissement de l'OTAN a été faite à plusieurs reprises, mais elle n'a pas été incluse dans le texte de l'accord 2+4, puisque cet accord portait sur la réunification allemande et non sur l'expansion vers l'est de l'OTAN. Le 5e cas, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, est une fois de plus considéré en Occident comme la preuve de l'impérialisme occidental incorrigible de la Russie. Le mot préféré des médias occidentaux,
des experts et des propagandistes est que l'invasion russe était non provoquée et constitue donc la preuve de la quête implacable de Poutine, non seulement pour rétablir l'Empire russe, mais aussi pour avancer plus à l'ouest. Ce qui signifie que l'Europe devrait se préparer à la guerre contre la Russie. C'est un énorme mensonge absurde, mais il est répété si souvent par les médias grand public qu'il est largement cru en Europe. Le fait est que l'invasion russe de février 2022 a été si profondément provoquée par l'Occident qu'on peut soupçonner qu'il s'agissait effectivement d'un plan américain visant à attirer les Russes dans une guerre pour vaincre ou affaiblir la Russie. Cette affirmation est crédible, comme le confirment de nombreuses déclarations de responsables américains. Après l'invasion, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a déclaré que l'objectif de Washington était de voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse plus faire ce qu'elle a fait en envahissant l'Ukraine. L'Ukraine peut gagner si elle dispose du bon équipement, du bon soutien. La principale provocation américaine envers la Russie a été d'élargir l'OTAN vers l'Est, contrairement aux promesses de 1990, avec un objectif important: entourer la Russie d'États membres de l'OTAN dans la région de la mer Noire, rendant ainsi la Russie incapable de projeter sa puissance navale basée en Crimée vers la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient. En substance, l'objectif des États-Unis était le même que celui de Palmerston et de Napoléon III lors de la guerre de Crimée: bannir la flotte russe de la mer Noire. Les membres de l'OTAN comprendraient l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie, formant ainsi un nœud coulant pour étrangler la puissance navale russe en mer Noire. Brzezinski a décrit cette stratégie dans son livre de 1987, Le Grand Échiquier, où il affirmait que la Russie finirait sûrement par se plier à la volonté occidentale, n'ayant pas d'autre choix. Brzezinski rejetait spécifiquement l'idée que la Russie puisse un jour s'allier à la Chine contre l'Europe. Toute la période qui a suivi la chute de l'Union soviétique en 1991 est marquée par l'hubris occidentale, comme l'a intitulé l'historien Jonathan Haslam dans son excellent ouvrage, au cours de laquelle les États-Unis et l'Europe ont cru pouvoir étendre l'OTAN et déployer des systèmes d'armes américains, tels que les missiles Aegis, vers l'Est, sans tenir compte des préoccupations de sécurité nationale de la Russie. La liste des provocations occidentales est trop longue pour être détaillée ici, mais on peut en résumer les principaux points comme suit. Tout d'abord, contrairement aux promesses faites en 1990, les États-Unis ont entamé l'élargissement vers l'Est de l'OTAN avec les annonces du président Bill Clinton en 1995. À l'époque, le secrétaire à la Défense de Clinton, William Perry, avait envisagé de démissionner en raison de l'imprudence des actions américaines, contraires aux promesses précédentes. La première vague d'élargissement de l'OTAN a eu lieu en 1999, incluant la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Cette même année, les forces de l'OTAN ont bombardé l'allié de la Russie, la Serbie, pendant 68 jours afin de la démanteler, et l'OTAN a rapidement installé une nouvelle grande base militaire dans la province séparatiste du Kosovo. En 2004, la deuxième vague d'expansion vers l'est de l'OTAN a inclus 7 pays, dont les voisins directs de la Russie dans les pays baltes, ainsi que 2 pays sur la mer Noire, la Bulgarie et la Roumanie. En 2008, la majorité de l'Union européenne a reconnu le Kosovo comme État indépendant, contrairement aux protestations européennes selon lesquelles les frontières européennes sont sacrées. Deuxièmement, les États-Unis ont abandonné le cadre du contrôle des armements nucléaires en se retirant unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques en 2002. En 2019, Washington a de la même manière abandonné le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Malgré les vives objections de la Russie, les États-Unis ont commencé à installer des systèmes de missiles antibalistiques en Pologne et en Roumanie. Et en janvier 2022, ils se sont réservé le droit d'installer de tels systèmes en Ukraine. Troisièmement, les États-Unis ont profondément infiltré la politique intérieure de l'Ukraine, dépensant des milliards de dollars pour façonner l'opinion publique, créer des médias
et orienter la politique intérieure ukrainienne. L'élection de 2004-2005 en Ukraine est largement considérée comme une révolution de couleur orchestrée par les États-Unis, au cours de laquelle ceux-ci ont utilisé leur influence et leur financement, à la fois secret et public, pour orienter l'élection en faveur des candidats soutenus par Washington. En 2013-2014, les États-Unis ont joué un rôle direct en finançant les manifestations de la place Maïdan et en soutenant le coup d'État violent qui a renversé le président Viktor Yanukovych, partisan de la neutralité, ouvrant ainsi la voie à un régime ukrainien favorable à l'adhésion à l'OTAN. Incidemment, j'ai été invité à visiter la place Maïdan peu après le coup d'État violent du 22 février 2014 qui a renversé Yanukovych. Le rôle du financement américain des manifestations m'a été expliqué par une ONG américaine très impliquée dans les événements du Maïdan. Quatrièmement, à partir de 2008, malgré l'opposition de plusieurs dirigeants européens, les États-Unis ont poussé l'OTAN à s'engager à s'élargir à l'Ukraine et à la Géorgie. L'ambassadeur américain à Moscou de l'époque, William J. Burns, a envoyé à Washington un mémo désormais célèbre intitulé « Niet signifie niet », les lignes rouges de la Russie sur l'élargissement de l'OTAN, expliquant que l'ensemble de la classe politique russe était profondément opposée à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et craignait qu'un tel effort ne conduise à des troubles civils en Ukraine. Cinquièmement, après le coup d'État de Maïdan, les régions russophones de l'Est de l'Ukraine, Donbass, se sont séparées du nouveau gouvernement ukrainien occidental installé par le coup. La Russie et l'Allemagne se sont rapidement mises d'accord sur les accords de Minsk, selon lesquels les deux régions séparatistes, Donetsk et Lugansk, resteraient partie intégrante de l'Ukraine, mais bénéficieraient d'une autonomie locale, sur le modèle de l'autonomie de la région ethniquement allemande du Tyrol du Sud en Italie. Minsk II, soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU, aurait pu mettre fin au conflit, mais le gouvernement de Kiev, avec le soutien de Washington, a décidé de ne pas mettre en œuvre l'autonomie. L'échec de la mise en œuvre de Minsk II a empoisonné la diplomatie entre la Russie et l'Occident. Sixièmement, les États-Unis ont progressivement élargi l'armée ukrainienne, active et réserve, pour atteindre environ 1 million de soldats d'ici 2020. L'Ukraine et ses bataillons paramilitaires d'extrême droite, tels que le bataillon Azov et le secteur droit, ont mené des attaques répétées contre les deux régions séparatistes, causant des milliers de morts civiles dans le Donbass en raison des bombardements ukrainiens. Septièmement, à la fin de l'année 2021, la Russie a proposé un projet d'accord de sécurité russo-américain, demandant principalement la fin de l'élargissement de l'OTAN. Les États-Unis ont rejeté la demande de la Russie de mettre un terme à l'expansion vers l'est de l'OTAN, réaffirmant la politique de la porte ouverte de l'OTAN, selon laquelle des pays tiers, comme la Russie, n'auraient pas leur mot à dire concernant l'élargissement de l'OTAN. Les États-Unis et les pays européens ont à plusieurs reprises réitéré l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN. Le secrétaire d'État américain aurait également déclaré au ministre russe des Affaires étrangères en janvier 2022 que les États-Unis conservaient le droit de déployer des missiles à moyenne portée en Ukraine, malgré les objections de la Russie. Huitièmement, après l'invasion russe du 24 février 2022, l'Ukraine a rapidement accepté des négociations de paix fondées sur un retour à la neutralité. Ces négociations ont eu lieu à Istanbul sous la médiation de la Turquie. À la fin du mois de mars 2022, la Russie et l'Ukraine ont publié un mémorandum conjoint faisant état de progrès vers un accord de paix. Le 15 avril, un projet d'accord a été présenté, proche d'un règlement global. À ce stade, les États-Unis sont intervenus et ont dit aux Ukrainiens qu'ils ne soutiendraient pas l'accord de paix, mais qu'ils appuyaient plutôt la poursuite des combats par l'Ukraine. Les coûts élevés d'une politique étrangère défaillante. La Russie n'a formulé aucune revendication territoriale à l'encontre des pays d'Europe occidentale, ni menacé l'Europe occidentale, si ce n'est en affirmant son droit de riposter
à des frappes de missiles menées à l'intérieur de la Russie avec l'aide de l'Occident. Jusqu'au coup d'État de Maïdan en 2014, la Russie n'a émis aucune revendication territoriale sur l'Ukraine. Après le coup d'État de 2014 et jusqu'à la fin de 2022, la seule exigence territoriale de la Russie concernait la Crimée, afin d'empêcher que la base navale russe de Sébastopol ne tombe entre les mains de l'Occident. Ce n'est qu'après l'échec du processus de paix d'Istanbul, torpillé par les États-Unis, que la Russie a revendiqué l'annexion de 4 oblasts ukrainiens, Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. Les objectifs de guerre déclarés de la Russie restent aujourd'hui limités, incluant la neutralité de l'Ukraine, une démilitarisation partielle, une non-adhésion permanente à l'OTAN, ainsi que le transfert de la Crimée et des 4 oblasts à la Russie, ce qui représente environ 19% du territoire ukrainien de K91. Ce n'est pas une preuve de l'impérialisme russe vers l'Ouest. Il ne s'agit pas non plus de revendications non provoquées. Les objectifs de guerre de la Russie s'inscrivent dans plus de 30 ans d'objections russes à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, à l'armement de l'Ukraine, à l'abandon par les États-Unis du cadre de contrôle des armes nucléaires et à l'ingérence profonde de l'Occident dans la politique intérieure ukrainienne, y compris le soutien à un coup d'État violent en 2014 qui a placé l'OTAN et la Russie sur une trajectoire de collision directe. L'Europe a choisi d'interpréter les événements des 30 dernières années comme la preuve d'un expansionnisme russe implacable et incorrigible vers l'Ouest, tout comme l'Occident affirmait que l'Union soviétique était seule responsable de la guerre froide, alors qu'en réalité, l'Union soviétique montrait à plusieurs reprises la voie de la paix à travers la neutralité, l'unification et le désarmement de l'Allemagne. Comme pendant la guerre froide, l'Occident a préféré provoquer la Russie plutôt que de reconnaître les préoccupations sécuritaires parfaitement compréhensibles de la Russie. Chaque action russe a été interprétée de manière maximale comme un signe de perfidie russe, sans jamais reconnaître le point de vue de la Russie dans le débat. Il s'agit là d'un exemple frappant du dilemme classique de sécurité, où les adversaires se parlent sans jamais s'écouter, supportant le pire et agissant de manière agressive sur la base de leurs hypothèses erronées. Le choix de l'Europe d'interpréter la guerre froide et l'après-guerre froide à travers cette perspective fortement biaisée a eu un coût énorme pour le continent, et ces coûts ne cessent d'augmenter. Plus important encore, l'Europe en est venue à se considérer comme totalement dépendante des États-Unis pour sa sécurité. Si la Russie est effectivement foncièrement expansionniste, alors les États-Unis sont véritablement le sauveur indispensable de l'Europe. En revanche, si le comportement de la Russie reflétait en réalité ses préoccupations sécuritaires, la guerre froide aurait très probablement pu se terminer des décennies plus tôt sur le modèle de la neutralité autrichienne, et l'ère post-guerre froide aurait pu être une période de paix et de confiance croissante entre la Russie et l'Europe. En réalité, l'Europe et la Russie sont des économies complémentaires. La Russie est riche en matières premières, agriculture, minerais, hydrocarbures et en ingénierie, tandis que l'Europe abrite des industries à forte consommation d'énergie et des technologies de pointe essentielles. Les États-Unis s'opposent depuis longtemps au développement des liens commerciaux entre l'Europe et la Russie, issus de cette complémentarité naturelle, considérant l'industrie énergétique russe comme une concurrente du secteur énergétique américain, et plus généralement, percevant les liens étroits de commerce et d'investissement entre l'Allemagne et la Russie comme une menace pour la prédominance politique et économique américaine en Europe occidentale. Pour ces raisons, les États-Unis se sont opposés au gazoduc Nord Stream 1 et 2 bien avant qu'il n'y ait un conflit autour de l'Ukraine. C'est pourquoi Biden a explicitement promis de mettre fin à Nord Stream 2, ce qui s'est produit, en cas d'invasion russe de l'Ukraine. L'opposition américaine à Nord Stream et aux liens économiques étroits entre l'Allemagne et la Russie relevait de principes généraux. L'UMEMER et la Russie devaient être maintenus à distance, de peur que les États-Unis ne perdent leur influence en Europe. La guerre en Ukraine
et la rupture de l'Europe avec la Russie ont causé de graves dommages à l'économie européenne. Les exportations européennes vers la Russie ont chuté, passant d'environ 90 milliards d'euros en 2021 à seulement 30 milliards d'euros en 2024. Les coûts de l'énergie ont grimpé en flèche, l'Europe étant passée du gaz naturel russe bon marché, acheminé par pipeline, au gaz naturel liquéfié américain, qui est plusieurs fois plus cher. L'industrie allemande a décliné d'environ 10% depuis 2020, et tant le secteur chimique que le secteur automobile allemand sont en difficulté. Le FMI prévoit une croissance économique de l'UE member de seulement 1% en 2025 et d'environ 1,5% pour le reste de la décennie. Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé à une interdiction permanente de la reprise des flux de gaz Nord Stream, mais cela équivaut presque à un pacte de suicide économique pour l'Allemagne. Cette position repose sur l'idée de Merz selon laquelle la Russie viserait la guerre contre l'Allemagne, alors qu'en réalité, c'est l'Allemagne qui provoque la Russie en s'engageant dans une rhétorique belliciste et un vaste renforcement militaire. Selon Merz, il faut avoir une vision réaliste des ambitions impérialistes de la Russie. Il affirme que une partie de notre société a une peur profondément ancrée de la guerre. Je ne la partage pas, mais je peux la comprendre. Plus inquiétant encore, Merz a déclaré que les moyens de la diplomatie sont épuisés, alors qu'il n'a apparemment même pas tenté de s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir. De plus, il semble volontairement ignorer le succès presque atteint de la diplomatie en 2022 lors du processus d'Istanbul, c'est-à-dire avant que les États-Unis n'y mettent un terme. L'approche occidentale vis-à-vis de la Chine reflète celle adoptée envers la Russie. L'Occident attribue souvent à la Chine des intentions néfastes, qui sont, à bien des égards, le reflet de ses propres intentions hostiles envers la République populaire. L'ascension rapide de la Chine vers la prééminence économique entre 1980 et 2010 a conduit les dirigeants et stratèges américains à considérer la poursuite de la croissance économique chinoise comme antithétique aux intérêts des États-Unis. En 2015, les stratèges américains Robert Blackwell et Ashley Tellis ont clairement expliqué que la grande stratégie des États-Unis était l'hégémonie américaine, et que la Chine représentait une menace pour cette hégémonie en raison de sa taille et de son succès. Blackwell et Tellis ont préconisé un ensemble de mesures à prendre par les États-Unis et leurs alliés pour entraver le succès économique futur de la Chine, telles que l'exclusion de la Chine des nouveaux blocs commerciaux en Asie-Pacifique, la restriction des exportations de biens de haute technologie occidentaux vers la Chine, l'imposition de droits de douane et d'autres restrictions sur les exportations chinoises, ainsi que d'autres mesures anti-chinoises. Il convient de noter que ces mesures étaient recommandées non pas en raison de torts spécifiques commis par la Chine, mais parce que, selon les auteurs, la poursuite de la croissance économique chinoise allait à l'encontre de la primauté américaine. Une partie de la politique étrangère vis-à-vis de la Russie et de la Chine consiste en une guerre médiatique visant à discréditer ces prétendus ennemis de l'Occident. Dans le cas de la Chine, l'Occident l'a présenté comme commettant un génocide dans la province du Xinjiang contre la population ouïghour. Cette accusation absurde et exagérée a été formulée sans aucune tentative sérieuse d'apporter des preuves, tandis que l'Occident ferme généralement les yeux sur le véritable génocide en cours de dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza, perpétré par son allié, Israël. De plus, la propagande occidentale comprend une série d'affirmations absurdes concernant l'économie chinoise. L'initiative très précieuse des nouvelles routes de la soie, qui offre un financement aux pays en développement pour construire des infrastructures modernes, est tournée en dérision comme un piège de la dette. La remarquable capacité de la Chine à produire des technologies vertes, telles que les modules solaires, dont le monde a un besoin urgent, est dénigrée par l'Occident comme une surcapacité qu'il faudrait limiter ou éliminer. Sur le plan militaire, le dilemme de sécurité vis-à-vis de la Chine est interprété de la manière la plus inquiétante, tout comme avec la Russie.
Les États-Unis proclament depuis longtemps leur capacité à perturber les voies maritimes vitales de la Chine, mais qualifient ensuite la Chine de militariste lorsque celle-ci prend des mesures pour renforcer sa propre capacité navale en réponse. Plutôt que de considérer le renforcement militaire de la Chine comme un dilemme de sécurité classique devant être résolu par la diplomatie, la marine américaine déclare qu'elle doit se préparer à une guerre avec la Chine d'ici 2027. L'OTAN appelle de plus en plus à un engagement actif en Asie de l'Est, dirigé contre la Chine. Les alliés européens des États-Unis se conforment généralement à l'approche américaine agressive envers la Chine, tant sur le plan commercial que militaire. Une nouvelle politique étrangère pour l'Europe. L'Europe s'est elle-même piégée, se rendant subordonnée aux États-Unis, refusant la diplomatie directe avec la Russie, perdant son avantage économique à cause des sanctions et de la guerre, s'engageant dans des augmentations massives et inabordables des dépenses militaires et coupant ses liens commerciaux et d'investissement à long terme avec la Russie comme avec la Chine. Le résultat, ce sont des dettes croissantes, une stagnation économique et un risque grandissant de guerre majeure, ce qui apparemment ne fait pas peur à Merz, mais devrait terrifier le reste d'entre nous. Peut-être que la guerre la plus probable n'est pas avec la Russie, mais avec les États-Unis, qui, sous Trump, ont menacé de s'emparer du Groenland si le Danemark ne voulait pas simplement vendre ou transférer le Groenland à la souveraineté de Washington. Il est tout à fait possible que l'Europe se retrouve sans véritables amis. Ni la Russie, ni la Chine, mais pas non plus les États-Unis, les États arabes, qui en veulent à l'Europe de fermer les yeux sur le génocide israélien, l'Afrique, qui souffre encore du colonialisme et du post-colonialisme européen, et au-delà. Il existe, bien sûr, une autre voie, et même une voie très prometteuse, si les responsables politiques européens réévaluent les véritables intérêts et risques de sécurité de l'Europe et replacent la diplomatie au cœur de la politique étrangère européenne. Je propose 10 mesures concrètes pour parvenir à une politique étrangère qui reflète les véritables besoins de l'Europe. Premièrement, ouvrir des communications diplomatiques directes avec Moscou. L'échec flagrant de l'Europe à engager une diplomatie directe avec la Russie est dévastateur. L'Europe croit peut-être même à sa propre propagande en matière de politique étrangère, puisqu'elle ne parvient pas à discuter des questions clés directement avec son homologue russe. Deuxièmement, il faut se préparer à une paix négociée avec la Russie concernant l'Ukraine et l'avenir de la sécurité collective européenne. Plus important encore, l'Europe devrait s'accorder avec la Russie pour que la guerre prenne fin sur la base d'un engagement ferme et irrévocable, selon lequel l'OTAN ne s'élargira pas à l'Ukraine, à la Géorgie ou à d'autres destinations vers l'Est. De plus, l'Europe devrait accepter certains changements territoriaux pragmatiques en Ukraine en faveur de la Russie. Troisièmement, l'Europe devrait rejeter la militarisation de ses relations avec la Chine, par exemple en refusant tout rôle à l'OTAN en Asie de l'Est. La Chine ne représente absolument aucune menace pour la sécurité de l'Europe, et l'Europe devrait cesser de soutenir aveuglément les prétentions américaines à l'hégémonie en Asie, qui sont déjà suffisamment dangereuses et illusoires, même sans le soutien européen. Au contraire, l'Europe devrait renforcer sa coopération commerciale, ses investissements et ses efforts communs en matière de climat avec la Chine. Quatrièmement, l'Europe devrait choisir un mode institutionnel de diplomatie cohérent. Le mode actuel est inopérant. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sert principalement de porte-voix à la russophobie, tandis que la diplomatie de haut niveau, dans la mesure où elle existe, est menée de façon confuse et alternative par des dirigeants européens individuels, le haut représentant de l'UMEL, la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen ou une combinaison variable de ces acteurs. En résumé, personne ne parle clairement au nom de l'Europe, puisqu'il n'existe pas à la base de politique étrangère européenne claire. Cinquièmement, l'Europe devrait reconnaître que la politique étrangère de l'UQOR doit être dissociée de l'OTAN. En réalité, l'Europe n'a pas besoin de l'OTAN,
puisque la Russie n'est pas sur le point d'envahir l'UPOwer. L'Europe devrait effectivement développer sa propre capacité militaire indépendante des États-Unis, mais à un coût bien inférieur à 5% du PIB, un objectif chiffré absurde fondé sur une évaluation totalement exagérée de la menace russe. De plus, la défense européenne ne devrait pas être confondue avec la politique étrangère européenne, bien que les deux aient été complètement mêlés ces derniers temps. Sixièmement, l'UPMEB, la Russie, l'Inde et la Chine devraient collaborer à la modernisation verte, numérique et des transports de l'espace eurasiatique. Le développement durable de l'Eurasie est une situation gagnant-gagnant-gagnant-gagnant pour l'UPMEB, la Russie, l'Inde et la Chine, et il ne peut se réaliser que par une coopération pacifique entre ces quatre grandes puissances eurasiennes. Septièmement, la Global Gateway de l'Europe, le bras financier pour les infrastructures dans les pays hors EUR, devrait collaborer avec l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. Actuellement, la Global Gateway est présentée comme une concurrente de la BRI. En réalité, les deux devraient unir leurs forces pour cofinancer les infrastructures d'énergie verte, numérique et de transport pour l'Eurasie. Huitièmement, l'Union européenne devrait renforcer le financement du Pacte vert pour l'Europe, PVE, en accélérant la transformation de l'Europe vers un avenir à faible émission de carbone, plutôt que de gaspiller 5% du PIB dans des dépenses militaires inutiles et sans bénéfice pour l'Europe. L'augmentation des dépenses pour le PVE présente deux avantages. Premièrement, elle apportera des bénéfices régionaux et mondiaux en matière de sécurité climatique. Deuxièmement, elle renforcera la compétitivité de l'Europe dans les technologies vertes et numériques du futur, créant ainsi un nouveau modèle de croissance viable pour l'Europe. Neuvièmement, l'UNTLA devrait s'associer à l'Union africaine pour un vaste développement de l'éducation et de la formation des compétences dans les États membres de l'UA. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, qui devrait atteindre environ 2,5 milliards d'ici le milieu du siècle, contre environ 450 millions pour l'UPOM, l'avenir économique de l'Afrique aura un impact profond sur celui de l'Europe. Le meilleur espoir de prospérité pour l'Afrique réside dans le développement rapide de l'éducation avancée et des compétences. Dixièmement, l'UDMOR et les BRICS devraient dire fermement et clairement aux États-Unis que l'ordre mondial futur ne sera pas fondé sur l'hégémonie, mais sur l'état de droit tel que défini par la Charte des Nations Unies. C'est la seule voie vers la véritable sécurité de l'Europe et du monde. La dépendance envers les États-Unis et l'OTAN est une cruelle illusion, surtout compte tenu de l'instabilité propre aux États-Unis. À l'inverse, la réaffirmation de la Charte des Nations Unies peut mettre fin aux guerres. Par exemple, en mettant fin à l'impunité d'Israël et en appliquant les décisions de la CIJ pour la solution à deux États, et prévenir les conflits futurs.